Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est l'heure des sorties livresques du mois de février 2023. Et alors là les gars, accrochez-vous parce qu'on est reparti sur une vidéo avec avec 50 titres à vous présenter. J'ai envie de me taper, mais vraiment, bref, mais c'est comme ça. Hein, j'ai déjà du mal à choisir, alors quand il n'y a que des bons titres qui sortent, c'est ultra compliqué, je peux pas passer à côté, je peux pas vous laisser passer à côté peut-être du titre de votre année. Bref, tout ça pour dire qu'il y a 50 titres qu'on va découvrir très rapidement, il faut que j'arrête de blablater, et que notamment il y a 25 titres grand format nouveautés. Voilà. Bon, cette vidéo va durer 30 ans, donc on va s'y mettre. Toujours les grands formats puis les suites, les poches puis les suites, les mangas et les suites, et enfin les BD et les suites. On y va, c'est parti. On commence tout de suite avec une sortie le 1er février. Il s'agit d'un roman adolescent, A Dark Inheritance, de H.F. Askwith. Je sais pas trop comment ça se prononce, aux éditions Phoebs. Dans 30 jours, je serai mort. J'adore les débuts comme ça, ça pose le décor, ça pose l'ambiance. Félix H, ou Hachi, je sais pas comment ça se dit, Félix H avait 3 frères aînés. Tous 3 sont morts le jour même de leur 18e anniversaire, dans d'horribles accidents. Félix est certain d'une chose, dans 1 mois il aura 18 ans à son tour et il connaîtra le même sort. Car il en est persuadé, il pèse sur sa famille une terrible malédiction qui empêche quiconque d'hériter de l'immense fortune de son père. Félix est bien décidé à découvrir comment la briser, si ce n'est pour lui, en tout cas pour sauver son petit frère Nick. Sa quête le mènera des tréfonds du New York, de l'ère du jazz, aux landes lointaines du Yorkshire. Derrière tous ces mystères se cache une implacable société secrète qui ne pourra que précipiter sa perte, ou lui offrir son unique chance de rédemption. Oh, ça a l'air fou, ça a l'air fou, ça a l'air fou. Donc on continue, évidemment on continue le 1er février toujours avec, alors là pour le coup, un titre qu'on a vu passer déjà un peu partout sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'Absolu, le tome 1 intitulé Les Mobilisés de Margot Dessen aux éditions Big Bang. Entrez dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an. Non mais franchement, cet imaginaire des auteurs, moi je trouve ça fou. Amis depuis l'enfance, Prime et Johanna ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Érith, construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Leur vie bascule le jour où ils sont choisis pour être envoyés dans la zone où rôde la chose. Les mobilisés n'ont qu'une mission, vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. 19 générations ont franchi les portes de la zone. Personne n'en est jamais ressorti. Oh, truc de fou. Pour Prime et Johanna, c'est un grand honneur. Un sentiment que ne partage pas Edward. Persuadé que ses talents de linguiste ne lui seront pas utiles de l'autre côté du mur. Leur arrivée tumultueuse dans la zone lui donne raison. Entre guerre de territoire et phénomènes de plus en plus étranges, la zone est un lieu de non-droit. À l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit. Ça promet. Franchement, ça a l'air fou. J'étais pas super emballée de base par la couverture et puis finalement j'en suis revenue et il a l'air très bien. Et je crois même en avoir entendu d'ores et déjà de très très bons échos. Bref, la suite, toujours le 1er février, vous allez pouvoir découvrir Sous les étoiles de Bloomstone Manor de Mary Orchard, aux éditions Casterman. On change radicalement d'ambiance, au cœur d'un manoir pas comme les autres, l'histoire d'une femme de science en avance sur son temps. Agathe Langley a 19 ans en cette année 1898. Contrairement aux attentes de ses parents, la jeune femme boude les bals mondains et ne vit que pour l'astrophysique, qu'elle étudie en cachette avec la complicité de sa gouvernante. Alors que les Langley viennent de quitter Londres pour s'installer à la campagne, Agathe fait la connaissance de leur excentrique voisin, Lord Nathanael Stone, dans sa demeure de Bloomstone Manor. Une rencontre qui va changer sa vie du tout au tout.
Franchement, un peu d'astrophysique, tout ça, on adore, et en plus une femme de science, je répète, on adore. Et le dernier roman pour le 1er février, eh bien il s'agit du tome 1 de la saga d'Oren. Bon, ils ont réintitulé la saga comme ça, mais bon, soit. Intitulé Guild, on l'a vu passer à peu près partout en VO, donc concrètement voilà, de Raven Kennedy aux éditions Hugo Roman. L'or. Plancher d'or, murs d'or, meubles d'or, vêtements d'or. À Hyde Bell, dans le château construit au cœur des montagnes gelées, tout est fait d'or, même moi. À 15 ans, Oren a échappé à un sombre destin en étant recueilli par le roi Midas, qui transforme tout ce qu'il touche en or. Depuis 10 ans, elle se sent choyée et protégée des dangers à l'intérieur de sa cage dorée. Et surtout, elle voue au roi Midas un amour sans limite, jusqu'à ce que la guerre menace le royaume de Hyde Bell. Pour s'assurer la victoire, Midas décide de passer un accord aux dépens d'Oren. Soudain, les certitudes d'Oren volent en éclats. Sa confiance est brisée, son amour remis en question, et si tout ce qu'elle pensait savoir sur Midas se révélait faux. Alors écoutez, voilà, moi je pense pas y aller très honnêtement, parce que c'est pas mon genre. Et pourtant, du coup, je me suis posé la question parce que quand même Midas... Voilà, ça évoque quand même pas mal de choses chez moi. Après la relation, voilà, je sais pas trop en fait en quoi ça consiste, mais je trouve ça extrêmement intriguant. Le fait d'avoir comme ça un pseudo-amour, mais genre ça fait un peu dark romance, je trouve. Je sais pas trop, du coup, si c'est vraiment une romance avec lui ou avec un total autre personnage, j'en sais rien. Tout ce que j'en ai entendu en tout cas, c'est que c'était quand même assez bien. Je me demande si c'est pas Guild, enfin du coup la saga d'Oren qui fait penser pas mal à... J'ai le titre en anglais et évidemment pas en français. Un truc des couronnes, oh là là, qu'est-ce que c'est, d'épines et de roses là, je sais pas quoi. Bref, vous voyez là, je vous le mets là. Allez, je vais me détester mais c'est pas grave, je vous le remets là. Apparemment c'est un peu ça... Pas aussi réussi a priori, mais on est un peu dans ce genre là. Hein. Il me semble que plusieurs ont fait la comparaison. Bref. On passe ensuite au 2 février avec la sortie de Quand tu verras Sadie de Kate Ellis aux éditions Nathan. Là, on passe du côté thriller, donc rien à voir. Un thriller aux allures de Stephen King à Burden Falls circule tout un tas d'histoires effrayantes. Alors quand des adolescents sont retrouvés morts, mutilés, on pense tout de suite à Sadie, le fantôme d'une jeune fille qui entrait la petite ville. Ou peut-être à sa lointaine descendante, Ava, 17 ans, dont la lignée n'a connu que des drames depuis. Afin de laver son nom, elle va devoir plonger dans de sombres secrets familiaux. C'est un thriller qui est conseillé dès 14 ans. Le 2 février toujours, c'est la sortie du premier tome d'une saga qui me fait mais tellement envie, je sais pas pourquoi, je pourrais pas vous dire, ça ne s'explique pas. Il s'agit de la saga Stealing Infinity, le premier tome intitulé Leur passé nous appartient d'Alison Noël aux éditions Michel Lafon. Et c'est ça qui fait de moi la lycéenne la plus dangereuse que vous puissiez rencontrer. Ces derniers temps, je suis au summum quand il s'agit de laisser tomber les gens. Et voilà que je me retrouve exclue du lycée en état d'arrestation et envoyée dans un pensionnat qui n'apparaît sur aucune carte et dont le propriétaire et gérant est un impénétrable milliardaire féru de nouvelles technologies. L'académie Grey-Wolf est à la recherche d'un certain type d'étudiants, ceux qui ne manqueront à personne, comme moi. Et puis il y a Braxton, ce beau jeune homme anachronique qui semble être apparu pile au moment où les choses se sont mis à mal tourner. Il est une énigme pour moi, je ne peux donc pas lui faire confiance, même s'il dégage quelque chose qui m'en donne envie. Ils me disent tous que j'ai un don très rare, et que l'académie m'aidera à l'exploiter, à l'apprivoiser. Et si ce qu'ils disent est vrai, alors j'aurai tout mon temps pour le faire. Le 2 février, alors là, comment vous dire ? Le premier tome encore d'une saga, qui a l'air folle. Vraiment qu'elle a l'air folle, je sais pas quoi vous dire, vous allez dire mais Jean-Michel, pas de vocabulaire comme dirait Colline. Mais vraiment, Alors, je vous en parle tout de suite, il s'agit des Papilliers, le tome 1 au vol de Lénia Major aux éditions Gulfstream. Sur les étagères oubliées de la librairie chez Willy Only, au cœur des ouvrages anciens, vivent des petits êtres cachés, les Papilliers.
Leur quotidien est bouleversé lorsqu'un humain, Tony, achète un livre dans lequel dort le jeune Barnabé. Bravant les 1000 dangers du monde extérieur pour le retrouver, sa famille reçoit une aide inattendue dans leur quête. Au même moment, le garçon découvre que Tony n'est autre que le chef d'une bande de cambrioleurs. Or, le mauvais coup qu'il prépare met en péril toute la cité souterraine des petits êtres cachés. Barnabé n'a plus qu'un seul objectif, rejoindre les siens avant qu'il ne soit trop tard. On adore. Vous savez à quoi ça me fait penser? À ce dessin animé qui date de Mathusalem, où on voyait des petits êtres qui vivaient, je crois, dans les murs d'une maison. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Comment ça s'appelait? Impossible de le retrouver. J'essaierai de retrouver, de vous mettre une image ici. J'ai un secret à vous révéler. Savez-vous que dans les murs de nos maisons vivent de minuscules créatures, les mini-pousses? Petits êtres nous voilà, bonjour Oui, les mini-pousses. vivons chez vos salons. Oh non! Dans les murs de votre maison. Bonjour Eric le Grand. Bonjour Lucie Mini. Vous êtes Peux-tu venir ici, Charlie Mini? Non, pas le temps, grand-pas Mini. Derrière un meuble où nous Rentrez vite, les enfants! en secret, nous le lui rendons. Nous, les mini-pousses, nous sommes apprentis forts. Bref, mais vraiment ça a l'air fou. J'adore le principe et tout, je trouve ça trop intriguant. Et puis c'est Gulfstream, donc je leur fais relativement confiance quand même. On enchaîne le 2 février toujours avec la sortie de Lune en Lune de Liz Seven, avec à l'illustration bien sûr Tiffs, et qui sort aux éditions Scrinéo. Des couloirs du temple de l'Unique au cœur d'un château en ruine, en passant par un Paris souterrain, découvrez un monde où le passé, le présent et le futur se mélangent. Oui, on parle encore du coup du temps. J'adore du coup les romans qui parlent de temps, de voyage dans le temps, de... Bref. J'adore. Je vous lis le résumé. Depuis la fracture il y a 200 ans, les humains vivent retranchés au cœur de forteresses qui les protègent des bêtes sauvages. Pour Pomme et Yaël, l'avenir s'annonce tout tracé. Leur magie leur garantit une vie de privilégiés au temple de l'Unique. Grâce au pouvoir qu'elles partagent, elles peuvent se transporter d'un endroit à un autre en un instant. Ah mais franchement, si seulement je pouvais avoir ce pouvoir-là, ouais, se téléporter et aussi remonter le temps, tout ça. Bref. Mais un jour, elle brave l'interdit. Elle remonte le temps de quelques heures. Bon bah voilà. Bon, même dans ce monde-là, on n'a pas le droit. Super. Pomme est alors jetée en prison, tandis que Yaël est abandonnée dans le monde sauvage à la merci des bêtes géantes qui règnent sur les terres ravagées par la fracture. Par chance, elle croise le chemin de Bintou, une femme étrange qui semble en savoir plus qu'elle n'en laisse paraître. Et si elle pouvait l'aider à délivrer Pomme? C'est le début d'une grande aventure dans le monde sauvage, au milieu des machinations des dieux, dont les enjeux dépassent les deux jeunes filles. Trouveront-elles leur chemin au-delà de celui qu'on a dessiné pour elles? Ça a l'air trop bien. Trop bien. Et si on partait plutôt du côté des sorcières? Le 2 février, vous pourrez découvrir le tome 1 des 13 sorcières, intitulé La voleuse de mémoire de Jodie Lynn Anderson, sorti chez Nathan. Rosie vit avec sa mère, qui semble tout oublier. Un soir, la fillette déclenche subitement le pouvoir de voir les créatures surnaturelles. Elle découvre que sa maison est emplie de fantômes et que sa mère est victime d'une sorcière qui vient chaque nuit voler ses souvenirs. Méchante, la sorcière méchante. Bref. Bon, je pense qu'on est sur un petit jeunesse là pour le coup. Ou ado. Mais franchement, il a l'air trop bien et la couverture est hyper sympathique, je trouve. On part quand même sur un tout autre livre. Là pour le coup, je crois qu'on est sur un adulte et on est même sur le Cozy Crime, hein, parce que bon, il y en a toujours un petit qui traîne dans mes sorties livresques, c'est évident. On va pouvoir découvrir le 2 février le club des amateurs de romans policiers, le tome 1 qui s'intitule Ils étaient 7 de Christina Larmer aux éditions du Cherche-Midi. Il en faut peu à Alicia Finlay pour être heureuse. Un bon petit plat de sa sœur, un verre de vin rouge et un roman policier bien ficelé. Bah, en même temps, à qui ça conviendrait pas les gars? Moi je vous dis, je remplacerai le vin rouge par du vin blanc et c'est parfait, vraiment parfait.
Il ne lui manque qu'une chose pour que son bonheur soit parfait, pouvoir partager sa passion pour les grands du polar. Aussi décide-t-elle de créer un groupe de lecture qui leur serait dédié. Très vite, les premières candidatures arrivent et bientôt 7 membres forment le tout nouveau club des amateurs de romans policiers. Chez Alicia, tout est prêt pour leur première réunion. Le thé infuse, les toasts sont chauds, mais tandis que les discussions portent sur les vacances d'Hercule Poirot, l'un des invités a l'esprit ailleurs. Il n'est pas là par hasard, il a un plan diabolique. Bientôt, un des membres du club est victime d'une tentative d'homicide, puis un autre disparaît. L'équipe décide de mener l'enquête. Authentique déclaration d'amour à l'œuvre d'Agatha Christie, Ils étaient 7 va enchanter les amateurs de cosy crime qui retrouveront bientôt leur club favori dans le crime du SS Orient. Donc je suppose le tome 2. Franchement, est-ce que ça vous donne pas terriblement envie? Et pour le dire, je sais que j'ai prononcé diabolique de façon un peu bizarre, mais c'est parce que j'adore la construction de ce mot, je ne sais pas, j'adore la sonorité de ce mot, diabolique. Ça me fait trop rire. Bref, ne cherchez pas, on enchaîne. Le 7 février. Comment vous dire? Alors, il y a plusieurs titres comme ça qui vont me faire passer pour une surexcitée du ciboulot, mais vraiment, voilà. Je l'ai précommandé, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas cacher plus longtemps l'information. Il devrait arriver donc dédicacé. Je suis trop contente depuis le temps qu'on l'attend. Donc le 7 février, j'arrête, sortira Elvira, donc qui va des clans unifiés de Tiffs aux éditions Plume Blanche. Alors, je vous la refais un petit peu pour une remise en contexte. Tiffs, c'est une illustratrice de grand talent et en plus c'est l'autrice génialissime de la duologie Alunia que j'ai découvert l'année dernière, il y a 2 ans, je dirais. Non, 1 an. Non, 1 an et demi, 2 ans, bref. Du coup que j'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur pour cette duologie absolument terrible. Bref, qui m'a mis dans tous les états possibles et inimaginables dans lesquels une lecture peut vous plonger. Je dis ça, je dis rien. Et Elvira, en fait, n'est pas une suite à Alunia, mais est dans le même univers, se déroule dans le même univers, et on va y retrouver des personnages quand même qu'on a croisés dans la duologie Alunia, donc pépite. Donc je voulais le résumer parce que, a priori, je suis pas sûre qu'on ait besoin d'avoir lu Alunia avant de se plonger dans Elvira. Je vous dirai quand je l'aurai lu, pour être très honnête. Mais voilà, et en plus, Elvira donc sort évidemment en version paperback classique avec une très très jolie couverture et aussi en version hardback, donc il y en a pour tous les goûts, donc c'est comme vous voulez. Bref, je voulais le résumer. Elvira Keltaor est la Kiva des clans unifiés, la chef spirituelle qui règne sur le continent glacé d'Arshka. Liée par le sang à son rôle de guide, elle est contrainte d'obéir aux injonctions des âmes qui s'expriment à travers elle. Chaque écart met sa vie en danger, jusqu'au jour où le conseil clanique décide de l'éliminer. En fuite dans l'éternelle nuit hivernale, Elvira trouve refuge au sein d'un clan dissident, et en particulier auprès de Rune, un veilleur solitaire et rancunier qui la considère, à raison, comme une menace. Malheureusement, avec ou sans trône, elle reste une Kiva. Bientôt la pression des âmes sur la sienne devienne trop forte. Elvira doit choisir, se battre pour retrouver sa place au sein d'un système millénaire ou partir en quête d'un moyen de rompre ses chaînes et de gagner une liberté tant désirée. Bref, je sais pas quoi vous dire que allez-y, en vrai, allez-y. Même si vous n'êtes pas obligé d'avoir lu la duologie Alunia avant de lire Elvira, si vous n'avez pas lu Alunia, allez-y. Qu'attendez-vous? Vraiment, qu'attendez-vous? J'en ai parlé en long, en large, en travers. Ça fait partie de mes favoris 2021, je crois, pour le tome 1, parce que je crois pas avoir fait de favoris 2022. Bref. Mais vraiment, allez-y. Ah bah c'est bien, dès le lendemain, le 8 février, vous pourrez découvrir, alors, un roman ado, du coup, rien à voir. Il s'agit de Bad Girls de Jennifer Mathieu aux éditions Milan, 1964, Houston, Texas. Ça pose un peu le décor. Evie et ses amis sont des Bad Girls et fiers de l'être.
trop bruyantes, trop maquillées, infréquentables. Leurs ennemis, les filles et fils de la haute, qu'elles évitent à tout prix, jusqu'au jour où Evie croise la route de Diane. Diane qui est l'incarnation même de la jeune fille de bonne famille. Diane qui tue un homme pour sauver Evie. Un roman historique aux accents cinématographiques. Situé dans l'Amérique des années 60, Bad Girls est une formidable histoire d'amitié, la rencontre idéale de Grease et de Thelma et Louise. À travers ses héroïnes rebelles, Jennifer Mathieu aborde la thématique de l'amitié au féminin et de la sororité. Alors, franchement, autre genre, mais qui donne terriblement envie. Moi, je veux savoir ce qui s'est passé, je veux savoir aussi comment ça va se finir, parce que je veux pas être oiseau de mauvaise augure, mais il me semble que là, Thelma et Louise, ça finit pas ultra bien. Bref, mais je suis très curieuse. Franchement, il donne super envie, la thématique est franchement très intrigante. Je suis tout à fait pour y aller. Bref, le 8 février, même jour, autre maison d'édition, autre genre, vous pourrez découvrir le tome 1 d'un titre, je crois, qui est beaucoup passé en VO, notamment sur TikTok, enfin sur BookTok. Bref, donc je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient. Il s'agit de Belle Morte, le tome 1, de Bella Higgin, aux éditions Hachette Roman. Regardez-moi cette couverture magnifique. 10 ans se sont écoulés depuis la révélation de l'existence des vampires. Bon, jusque-là, ça va. Auparavant perçus comme des monstres assoiffés de sang, ces créatures de la nuit sont à présent de véritables célébrités. Mystérieux et discrets, les vampires se sont retirés de la vie auprès des humains pour s'installer au sein de différentes maisons. L'une d'elles est Belle Morte. C'est là que décide de se rendre Rennie, jeune humaine sélectionnée pour devenir donneuse de sang. Du moins, c'est ce que les résidents de Belle Morte pensent. Car en réalité, Rennie n'a qu'une chose en tête, retrouver sa jeune sœur June, disparue quelques mois plus tôt suite à son entrée à Belle Morte. Des vampires, oui, ça faisait longtemps, on adore, bref, non j'arrête, vraiment j'arrête de dire on adore, mais voilà, je trouve que c'est très intriguant, j'en ai pas du tout entendu parler, je peux pas vous dire, ce que je sais c'est qu'il est énormément passé sur BookTok, mais comme je n'ai pas TikTok, voilà, pour moi ce sera la totale surprise, mais j'ai vraiment hâte. Ensuite, le 9 février, vous pourrez découvrir chez Lumen le tome 1 du Royaume des Trois, La joueuse de sitar, donc de Joanne He, je sais pas comment ça se prononce, Joanne He. Pardon, du coup. L'enfance de Zéphyr, jeune orpheline chinoise, a été marquée par le deuil et la famine. Dans un contexte d'instabilité politique, la guerre a éclaté dans le royaume qui s'est divisé en 3 factions, menées chacune par une chef de guerre ambitieuse. Zéphyr, jeune fille à l'esprit prodige, a vite grimpé les échelons en devenant la stratège de Xin Ren, la plus idéaliste des 3 belligérantes, mais aussi celle à la position la plus fragile. D'une loyauté et d'une assurance à toute épreuve, Zéphyr est prête à tout pour assurer la victoire à son camp, y compris jouer double jeu au péril de sa vie et rejoindre les rangs ennemis, ceux de l'impitoyable et cruelle Miasma. Portée par un personnage principal fascinant, à l'ironie mordante et à l'esprit affûté, la joueuse de sitar renverse les codes de la fantaisie et de l'épopée historique en donnant les rôles de premier plan à des femmes. Combinant stratégie politique, relations compliquées entre sœurs, amants et amis et un soupçon de magie, ce premier tome épique et sans fausse note vous tiendra en haleine de rebondissement en rebondissement. Alors, allez-vous craquer ? Le 9 février, c'est le tour de Sorcière des Ombres de Pascaline Nolo. Les vacances d'été s'annoncent mal pour Cassiopée. Ses parents lui offrent un cadeau empoisonné pour l'aider à surmonter son extrême timidité. Un stage au théâtre du Serpent Vert dans une ville dont le nom même annonce l'enfer à venir, Agonie. J'adore. Ne se sentant rien en commun avec la troupe de comédiens qu'elle rejoint sous la contrainte, la jeune fille est toutefois fascinée par le mystère qui entoure la sorcière du Rével. Anonyme, interdite il y a des années, cette pièce maudite est liée à une légende locale. Dans les collines environnantes existerait un mur d'ombre, frontière avec un autre monde abritant une ensorceleuse. Cette dernière exaucerait les vœux en échange d'un prix à payer. Or, des événements effrayants et inexpliqués ne tardent pas à perturber la vie des Agoniens. Quelqu'un aurait-il osé passer le mur et déroger aux lois du Rével ? Un récit envoûtant dans lequel les jeux d'ombre peuvent s'avérer des plus périlleux.
un roman qui démontre que timidité et action héroïque ne sont pas incompatibles. Et Gulfstream précise aussi que la sortie de Sorcière des Ombres sera en simultané avec Rouge, donc dans la collection électrogène, sous son format poche chez Pocket Imaginaire. Ça je ne savais pas, donc je vous le dis tout de suite, là maintenant comme ça, en cadeau. Donc voilà, Rouge étant le précédent titre de Pascaline Nolot qui est sorti chez Gulfstream et évidemment, qui avait eu d'ailleurs de très bons échos. Donc voilà, Sorcière des Ombres, ça paraît vraiment chouette. Hein. Moi ça me tente bien pour le coup. Et puis je me dis que cette héroïne, voilà, elle change un peu, enfin j'espère en tout cas, elle semble changer un peu de l'héroïne classique. Donc ça me tente bien. Et vous ? Le 15 février du coup c'est l'heure de la sortie de la librairie à explorer le temps de Mindy Thompson aux éditions Milan. Donc là je crois qu'on est plutôt sur un jeunesse ou un ado. J'ai un doute. Bref, je vous lis le résumé. Alors si j'y arrive, hein, bien évidemment. Bienvenue chez Rime et Raison, la librairie à explorer le temps qui apparaît à ceux qui en ont besoin. Son but ? Soulager les âmes en peine et les cœurs brisés grâce au livre. Son unique règle ? Il est interdit d'utiliser les pouvoirs de la librairie pour changer le passé ou le futur. Or, le grand frère de Violette compte remonter le temps pour sauver la vie de son meilleur ami, mort à la guerre en 1944. Les livres à l'honneur. Qui n'a jamais rêvé d'une librairie vivante où on trouverait des livres venant du passé et du futur ? La librairie à explorer le temps est une déclaration d'amour à la littérature, aux librairies et aux libraires. Une aventure historico-magique, le roman de Mindy Thompson est à la fois une aventure magique et une fiction historique. L'intrigue parfaitement maîtrisée tient le lecteur en haleine jusqu'au twist final qui donne envie de relire le roman depuis le début. Il a vraiment l'air trop bien. Je suis pas sûre que ce soit un jeunesse, du coup j'ai peut-être dit une bêtise, mais franchement, ça va être très dur de résister à toute cette sélection. Je vous le dis là, il y a des mois où c'est vraiment plus facile que d'autres. Là, ce mois de février, je sens qu'il va nous mettre une clacasse et on est censé être sur le mois de février tapal. Ça va être un enfer. Bref, le 15 février toujours, on enchaîne. On est sur la sortie de Lettres du Texas de Mélanie Decosté aux éditions Milan. 1869, Kansas, États-Unis. Deux cousines entament une correspondance. Sarah, 18 ans, veut quitter la ferme familiale mais n'envisage surtout pas de se marier. Ellie, 21 ans, est journaliste en ville à Topeka et son mari essaie d'écrire des romans. Ils vivent dans une petite chambre, n'ont pas d'argent, mais ont plein d'espoir et de projets. Peu à peu, Sarah et Ellie s'affranchissent du carcan que la société leur impose pour vivre leurs ambitions. Un beau roman épistolaire féministe, le parcours initiatique et émancipateur de jeunes femmes courageuses qui veulent suivre leurs rêves et être libres. Et ça, on achète. Et ça, j'achète. Le 15 février toujours, là un autre type de roman, c'est la sortie du tome 1 de la collection des Princes, donc le tome 1 qui s'intitule Eric, de Lindsay Miller aux éditions Hachette Heroes. Parce que oui, dans la vie, il n'y a pas que les princesses, il y a les princes aussi. Redécouvrez les histoires classiques de Disney du point de vue des princes. Avant que les parents du prince Eric ne disparaissent 2 ans plus tôt, ils lui ont rappelé les détails de la malédiction qui l'a accablé toute sa vie. S'il embrassait la mauvaise fille, il mourrait. Ouais, c'est chaud, faut pas se tromper quoi. Pour cette raison, le prince Eric s'oblige à contre-cœur à couper les ponts avec son premier amour afin de les protéger tous les deux. Peu après la disparition mystérieuse de ses parents, Eric découvre une prophétie cachée qui pourrait lui donner les indices dont il a besoin pour briser sa malédiction pour de bon. Il se lance alors dans une quête pour trouver l'indice, briser la malédiction, sauver le royaume et peut-être découvrir ce qui est arrivé à ses parents en cours de route. Sera-t-il capable de briser son enchantement ou va-t-il être définitivement lié à son destin ? Ouh là 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 ! Sortie encore là qui va être compliquée, le 15 février toujours, un roman relié. La pépitas, je le sens la pépitas les gars. C'est Imago de Christine Luce aux éditions des Moutons électriques. Pour travailler à l'institut, le gérant exige de solides références. Après tout, les pensionnaires sont fous alliés. Ça donne déjà envie. Les qualités à pourvoir sont impératives. Finesse d'esprit pour clarifier les balivernes de l'oracle,
sens de l'initiative, afin de dénouer les embrouilles des sorciers entre eux ou avec une méduse révoltée, détermination à sauver la situation quand l'incompréhensible se produit, patience devant l'avalanche d'énigmatiques indications du patron. Et surtout, il faut se découvrir d'indiscutables capacités de déduction, car quelqu'un massacre les magiciens un par un. Ophidia, la nouvelle gardienne, dispose heureusement d'un allié. Le Sphinx est prêt à répondre à ses questions une par une. Christine Luce, autrice et essayiste remante des domaines de l'imaginaire, est une véritable militante de la culture geek. Elle anime notamment le fanzine Fiction l'imaginaire radical. Elle a publié en 2017 son premier roman Les papillons géomètres, qui salué dans les pages du Monde devint l'une de nos meilleures ventes. Ça c'est la maison d'édition qui le dit, on est bien d'accord. Elle revient aujourd'hui avec un roman fou, pétillant et d'une superbe originalité. Et je ne demande qu'à les croire. Quoi, vous avez envie d'un roman un petit peu plus soft du coup, qui vous emmène sur une petite enquête policière mais tranquillou bilou? Eh ben écoutez, vous allez pouvoir découvrir le 16 février la Braise Brigade, le tome 1, Bienvenue chez les Korrigan de Momalo aux éditions Les Escales. L'alliance délicieuse de 3 générations de femmes au caractère bien trempé résolues à élucider le mystère d'un meurtre au cœur de Saint-Malo. Du cosy crime comme on aime, piqué d'humour et surprenant. Allez, on demande que ça. Bienvenue au manoir des Korrigan, maison d'hôtes chaleureuse entretenue par 3 générations de femmes hautes en couleur. Maggie Korrigan, facétieuse quasi septuagénaire, Louise Korrigan, sa fille, institutrice de métier et mère de la jeune Enora Korrigan, aux allures d'elfe rebelle à en croire sa grand-mère. C'est ensemble qu'elles vont ressusciter la Braise Brigade, une équipe d'enquêtrices hors du commun, autrefois formée pour résoudre un mystère familial. Dans la maison d'hôte des ennemis de toujours, le repère des corsaires, une jeune fille découvre avec effroi le corps sans vie de Paul Le Tohic, joueur de cornemuse virtuose du Briac Braise Bagade. Je pense que j'ai fait plus qu'écorcher ces mots, mais vraiment. Bref, les circonstances de sa mort écartent la possibilité d'un suicide. Qui a pu assassiner cet homme? La police enquête, mais la Braise Brigade est elle aussi sur le coup. Alors oui, accrochez-vous parce que le 17 février, c'est encore la sortie d'un roman, en version française bien sûr, du coup d'un titre qu'on a vu absolument partout, mais partout, qui a aussi vraiment explosé sur BookTok, donc vous l'avez peut-être vu passer. Il s'agit de la saga The Witchlands, le tome 1 Truth Witch, de Suzanne Dénard aux éditions La Martinière Jeunesse. Dans les Witchlands, il existe autant de types de magie que de façons de s'attirer des ennuis, surtout quand une guerre se prépare. Safi est une Truth Witch, capable de discerner les mensonges de la vérité, un don qu'elle a toujours caché pour éviter les convoitises. Iseut, elle, est une Thread Witch, capable de visualiser les liens qui unissent les individus. Les deux amies n'ont jamais eu qu'un désir, celui de vivre libres, ensemble, loin des contingences de la société et des jeux de pouvoir. Mais quand un sorcier repère le don de Safi, elle doit fuir, car avec les conflits qui s'annoncent, tous les puissants du continent rêveraient de s'approprier les pouvoirs d'une Truth Witch. Délaissant leur insouciance, les deux amies devront affronter mercenaires, princes et empereurs. Que de ça, tout un programme, et faire face à un mystérieux dérèglement de la magie qui semble se propager tel un virus. Seul le prince Méric, idéaliste en marge des cercles du pouvoir, pourrait les aider à échapper à leurs poursuivants. Mais pourront-elles lui faire confiance ? On change radicalement de genre le 21 février avec la sortie de Nos racines invisibles d'Isabelle Lagarrigue aux éditions Charleston. Alors vous allez me dire, dis donc Pauline, les titres aux éditions Charleston t'en présentent pas souvent. Ce à quoi je vous répondrais oui c'est vrai, mais celui-ci, écoutez, il m'a tapé dans l'œil donc je me dis pourquoi pas. La filiation passe-t-elle seulement par les liens du sang? Point d'interrogation. Étudiante en archéologie, bon bah voilà, vous savez pourquoi je l'ai pris. Romy vit une existence plutôt solitaire depuis la mort de sa mère et alterne chantier de fouilles au Brésil et session de travail sur sa thèse à Lyon. Si elle s'entend bien avec son père et sa grand-mère, elle n'a jamais pu avoir de discussion profonde avec eux et a toujours eu l'impression qu'ils n'avaient rien en commun. À force d'étudier l'histoire, elle finit un jour par avoir envie
de partir à la rencontre de la sienne et poussée par un inexplicable pressentiment, elle décide de faire un test ADN. Alors que sa grand-mère veut l'aider à rencontrer l'amour et l'inscrit sur le même site de rencontre que celui qu'elle fréquente, et que son père cherche à entrer dans le livre Guinness des records par tous les moyens, y compris en soufflant sur un petit pois, c'est dans une quête de ses racines que Romy se lance et ce qu'elle va découvrir bouleversera sa vie et son avenir. Le 22 février cette fois, c'est encore un titre BookTok qu'on a vu passer partout, que vous avez vu passer partout si vous avez TikTok. Parce que voilà, il s'agit de Yenny, la promise du dragon de Nandi Taylor aux éditions Hachette Roman. Liés par le destin, séparés par le devoir. Tadam. Bref, quand son père, le valeureux chef de la tribu Irba, tombe grièvement malade, la princesse Yenny se lance dans une périlleuse quête à la recherche d'un remède miracle. Ah, sympa la gamine quand même. Son voyage l'amène jusqu'à l'Empire Crèche dans l'intransigeant institut des arts magiques. Sur ces terres inconnues, la jeune femme pourra compter sur son intelligence, sa force et ses runes sacrées, l'essence même de sa magie pour mener à bien sa mission. Mais tout bascule quand Yenny fait la rencontre de Wesh. Wesh. Oh non, c'est pas possible. Ah, comment ça pourrait se prononcer autrement? Si je dis Wesh, je vais me marrer obligatoirement. Oui, Wesh, c'est pas mieux. De Wesh, allez, Wesh. Ah, j'ai 5 ans, c'est pas possible. Mi-homme, mi-dragon, cet être aussi exaspérant que fascinant ne cesse de la troubler, et de clamer à qui veut l'entendre que Yenny est sa promise, celle que le destin aurait placée sur son chemin. Malgré ses réticences, la princesse va devoir s'allier à Wesh pour avancer, quitte à lutter contre son attirance pour le dragon qui, jour après jour, devient plus forte. Je sais pas pourquoi, je sens que le Wesh, là, je vais l'adorer comme personnage. Je sais pas pourquoi. J'espère, en tout cas, que c'est un personnage sympathique avec de l'humour, parce que on adore ça. Prochaine sortie, walala, attention, accrochez-vous à vos ceintures, le 22 février. C'est une sortie hyper particulière, je vous avoue, parce que... déjà parce que, je connais l'autrice, quand même, que le livre a l'air oufissime, que la couverture est magnifique, vous allez la voir dans 2 secondes. Il s'agit de L'ombre des magiciens de Lauriane Baum, donc avec une couverture de Tiffs, ce qui ne gâche rien. Donc c'est un auto-édité qui sort donc le 22 février, je vous l'ai dit, alors dispo dès maintenant en e-book et il sera commandable chez tous les libraires, les plateformes Fnac, Amazon, etc. Donc autour du 22 en tout cas. Voilà, mais vous pouvez d'ores et déjà le commander en e-book et ça, c'est quand même vachement chouette. Je vous lis le résumé et franchement je vous mets au défi de ne pas avoir envie de le lire. Un attentat 12 ans plus tôt. Des magiciens déclarés coupables et paria. Lizzie est capitaine d'aéronef dans l'armée de Doya. Son objectif ? Protéger la population en acheminant les criminels magiciens jusqu'à la prison volante. Le jour où elle est envoyée en renfort à la suite d'une attaque de convoi, l'ombre d'un passé qu'elle pensait disparu ressurgit. L'ignorer ou intervenir ? Le choix est difficile. Tout remettre en cause risquerait de lui faire perdre ce qu'elle a construit jusqu'ici. Mais... et si les conclusions de l'enquête n'étaient en réalité pas celles annoncées par le Conseil des bourgeois ? Celui-ci, je peux d'ores et déjà vous l'annoncer qu'il va finir ici. C'est évident. Bref, donc j'espère que du coup il vous tente aussi et surtout n'hésitez pas parce que franchement ça fait trop envie et que Lauriane est absolument adorable, donc je ne doute pas que ces livres sont merveilleux. Bref, ceci étant dit, le 23, on arrive enfin au milieu de cette immense liste avec le numéro 25. Donc le 23 février, pour finir sur les grands formats, vous pourrez enfin découvrir Waterbacks de Charles Mazarguil aux éditions Slalom. Que seriez-vous prêt à faire pour avoir de l'eau ? Le grand réchauffement climatique a ravagé la Terre. Oui, ça n'est pas une grande surprise. En quelques décennies, l'eau potable est devenue la ressource naturelle la plus rare et précieuse au monde. Oui, ça pourrait aussi. Pour échapper à la misère,
Pitbull, Larbin, Le Bourge et Sprite, ok, des orphelins de la Seconde Guerre de l'eau se sont fait embaucher par la Watercorp, une organisation au pouvoir politique et militaire immense. Les 4 adolescents sillonnent Paris pour porter des packs d'eau aux plus riches. Ce sont des waterbacks. Le jour où Larbin perd sa livraison, ils sont en danger de mort. Ils doivent quitter Paris et tenter d'atteindre de nouvelles terres vivables cette fois. Bref, on passe aux suites. Côté suite, eh bien, dès le 2 février, vous pourrez découvrir le tome 3. Et je sais pas si c'est le dernier de... Est-ce que c'est une trilogie? Possible. Le tome 3 d'Inheritance Games, The Final Gambit de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ. Alors j'ai entendu vraiment de très très bons échos quand même sur les premiers tomes de cette saga. Donc voilà. Le 2 février également, vous pourrez découvrir le tome 2 et je crois dernier parce que je crois que c'est une duologie. À vérifier, de Monsters of Verity, donc qui s'intitule Our Dark Duet de V.E. Schwab aux éditions Lumen. On fait un petit bond dans le temps jusqu'au 15 février, jour de la sortie du tome 13 de Mercy Thompson. Oui, je sais, le tome 1 est dans ma pile à lire, je l'ai toujours pas lu, absolument. Et le tome 13 sort, génial. La Faucheuse d'âme de Patricia Briggs, donc aux éditions Milady. On change pas une équipe qui gagne. Le 15 également, vous pourrez découvrir le tome 2 d'Havenfall, donc qui s'intitule Phoenix Flame, de Sarah Holland aux éditions Bayard. Bah non, là je vais pas dire, j'allais dire je crois que c'est une duologie, mais j'ai un gros doute, donc je vais me taire. La duologie par contre qui arrive là, je le sais à 99,9%, le 16 février, le tome 2 donc de l'épée, enfin bref, l'épée, la famille et la peste d'Aurélie Wellenstein aux éditions Scrinéo. Donc voilà, pour ceux qui aiment du coup le genre, il paraît que le tome 1 était vraiment super, donc lisez le tome 2. Le 22 février, cette fois, c'est la sortie du tome 2 de Fable qui s'intitule La mer sans nom d'Adrienne Young qui sort chez Rajo. Le 22 février, encore, c'est aussi la sortie du tome 3 des Tribulations d'Esper Parmentier. Une enquête de sang chaud de Maëlle Desarts aux éditions Rajo également. Et là, je suis trop contente parce que d'une, j'adore Maëlle Desarts, j'adore cette série des Tribulations d'Esther Parmentier et en plus, et je veux dire c'est la cerise on the cake, c'est que je suis à jour sur cette saga. Donc le tome 3 va pouvoir rejoindre ma pile à lire et je pourrai le lire sans problème, donc c'est génial. Bref, on enchaîne. Le 23 février, c'est le moment aussi de la sortie. Alors il y a beaucoup de sorties aussi ensuite, je vous le dis quand c'est déjà pratiquement fini, mais bref, je vous le dis quand même. Le 23 février, c'est la sortie d'Histoire secrète. Je l'ai mis dans la suite parce que c'est pas vraiment une suite, c'est plus un tome compagnon. Histoire secrète de la saga La Faucheuse de Neil Shusterman dans la collection R. Le 27, cette fois février, vous pourrez découvrir le tome 3 de la saga Le Royaume du Nord. Du coup, donc j'ai le premier tome dans ma pile à lire que je n'ai toujours pas lu, qui s'intitule La Reine Insoumise. Magnifique couverture de Virginie Decamp aux éditions Bookmark. Decamp ou Descamps, pardon, je sais pas encore comment ça se prononce, j'ai un doute. Bref, qu'on avait rencontré sur le Festival des Imaginales il y a 1 an et demi, je crois. Bref, 2021 ou 2022, je sais plus. Oh, et qui était adorable, vraiment. Qui était trop mignonne. Donc vraiment, je vais y aller avec grand plaisir. Mais quand j'aurai rattrapé mon retard, évidemment. Ensuite, du coup, oh là là, un livre aussi que je sens que je vais adorer. Je sais pas pourquoi il y en a, vous les sentez comme ça. Le 28 février, c'est aussi le moment de découvrir le tome 2 de Trina Jones qui s'intitule Marque démoniaque de Myrtille Bastard aux éditions Alter Hill. Oui. Là encore, j'ai le tome 1 dans ma pile à lire. Non, je ne l'ai pas lu, mais ça viendra bientôt. On passe aux poches.
Côté poche, on commence dès le 1er février avec la sortie de L'or d'Alexandra Bracken aux éditions J'ai lu. Alors je vous la refais même si on en a entendu parler pendant 150 000 ans. De nos jours à New York, un jeu meurtrier est sur le point de commencer, l'Agonon. Tous les 7 ans pendant une semaine seulement, 9 dieux grecs sont forcés de parcourir la terre en tant que mortels pour avoir osé défier le grand Zeus. Ils sont chassés par les descendants de lignées prestigieuses, tous désireux de tuer un dieu et de s'emparer de son pouvoir ainsi que de son immortalité. Après que sa famille a été brutalement assassinée par une lignée concurrente, Laure a fui ce monde brutal, tournant le dos aux promesses de gloire éternelle de la chasse. Pendant des années, elle a repoussé toute idée de vengeance envers l'homme maintenant un dieu, responsable de la mort de ses proches. À l'aube de la nouvelle chasse, 2 participants recherchent la jeune femme. Castor, un ami d'enfance que Laure croyait mort, et Athéna, l'une des dernières divinités d'origine qui est grièvement blessée. La déesse lui propose une alliance contre leur ennemi commun et un moyen de quitter l'Agone pour toujours. La décision de Laure de lier son destin à celui d'Athéna aura un coup mortel et ne sera peut-être pas suffisante pour stopper l'essor d'un nouveau dieu dont le pouvoir pourrait détruire l'humanité. Je ne sais pas si vous l'avez découvert en grand format, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, puisque celui-ci, pour le coup, j'ai vraiment hésité à y aller. Pourtant, il avait tout pour me plaire et j'ai pas été en grand format et je sais pas trop en fait les retours, j'en ai pas tant entendu parler que ça. Donc, à voir. On change de registre pour ceux qui aiment plus les contemporains. Le 1er février, vous allez pouvoir découvrir Les douleurs fantômes de Melissa d'Acosta aux éditions Le Livre de Poche. Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient un groupe d'amis soudés jusqu'à ce qu'un drame les éloigne les uns des autres. C'est pourtant un appel au secours qui, 5 ans après, va à nouveau les réunir. Entre silence amer et regret, ces retrouvailles vont raviver leurs douleurs fantômes et bousculer leurs certitudes. Mènent-ils vraiment la vie dont ils rêvaient ? Un rendez-vous à la croisée des chemins qui leur prouvera qu'on peut se perdre de vue, mais pas de cœur. Et qu'il n'est jamais, jamais trop tard pour changer de vie et être heureux. L'amour des autres, le goût du bonheur, la guérison des blessures passées. Après le succès de Je revenais des autres, Melissa d'Acosta nous fait partager avec délicatesse et sensibilité une formidable histoire d'amitié et de vie. Mais tellement, et Melissa d'Acosta, alors j'ai l'un de ses romans dans ma pile à lire qui s'appelle, je sais plus, bref, c'est le gars là qui part en voyage parce qu'il a une maladie dégénérative, bref, c'est pas super gay, mais par contre, j'en ai entendu que du positif. Et donc voilà, et du coup je trouve que c'est fou parce que soit elle en avait plein dans les tiroirs, soit elle a comment dire, bref, elle en sort hyper souvent. Melissa d'Acosta quand même des titres, c'est moi où j'en vois passer régulièrement des nouveaux, donc soit elle a un débit d'écriture assez hallucinant, soit elle en avait quand même quelques titres dans les tiroirs qui étaient déjà extrêmement bons parce que voilà, le travail éditorial a pas pris énormément de temps, je sais pas, là je m'avance totalement, je suis pute. Bref, alors on en parlait tout à l'heure, mais oui c'est vrai, j'avais oublié, le 8 février sort en version poche, donc là vous n'avez plus d'excuses les gars, c'est impossible. Le tome 1 d'Alunia de Tiffs sort chez le livre de poche jeunesse, et je vous lis le résumé, je vous l'ai pas fait tout à l'heure, j'ai bien fait. Enfermée dans une vie dénuée de sens, Léa cherche sa voie. Une chose est sûre, elle n'imaginait pas mourir foudroyée. Blague. Sauf que voilà, elle est bel et bien morte, à moins que ce soit un peu plus compliqué. Traquée, embarquée par un groupe de rebelles, elle n'a d'autre choix que de se joindre à eux et de prêter allégeance à leur énigmatique leader, Zam. Bienvenue sur Alunia, où magie ancestrale et nouvelles technologies se côtoient intimement et où les âmes tendent à recéler de mystérieux pouvoirs qui, mal utilisés, engendrent de terribles conséquences. Franchement, je sais pas comment vous dire, je sais pas quoi vous dire de plus pour vous convaincre d'y aller, mais clairement, ça fait partie de mes sagas préférées. Voilà. C'est posé là, faites-en ce que vous voulez. Le 9 février, c'est aussi la sortie
d'un titre que j'ai lu. Shades of Magic, le tome 1 de V. Schwab sort chez PKJ Poche. Bah, c'est pas trop tôt les gars, parce que c'est pas une sortie récente. Mais écoutez, mieux vaut tard que jamais. Une trilogie fantastique qui vous emmène dans les tréfonds du Londres magique. Alors, je fanfaronne, mais je n'ai lu que le tome 1. C'est une trilogie. Bref, je dis ça, je dis rien. Quel est le dernier des magiciens de sang, des sorciers capables de voyager d'un monde à l'autre? Des mondes, il y en a 4, dont Londres est à chaque fois le cœur et l'âme. Le nôtre est gris, sans magie d'aucune sorte. Celui de Kell, rouge. On y respire le merveilleux à chaque bouffée d'air. Le 3e est blanc. Là, les sortilèges se font si rares qu'on y tranche la gorge pour une simple incantation. Le dernier est noir. Noir comme la mort qui l'a envahi quand la magie a dévoré tout ce qui s'y trouvait. Un autre monde vous attend, là, de l'autre côté du mur. Découvrez Shades of Magic, trilogie unanimement saluée par la critique, signée d'une jeune auteure prodige V. Schwab. Elle y tisse un univers magique d'une grande originalité, qu'elle peuple de personnages inoubliables, insolents de panache, pour le plus grand délice de ses nombreux fans. Oh là là, vous avez aimé Bridget Jones ? Vous imaginez Bridget Jones au masculin? Eh ben, c'est le titre que je vous propose a priori. Le 16 février sort Ma vie à pile ou face de James Bailey aux éditions Archipoche. Un premier roman aussi émouvant qu'hilarant, un Bridget Jones au masculin. Ça c'est booklist, bref. Josh est en pleine crise de la trentaine. Jade, sa petite amie de longue date, vient de le quitter. Il a perdu son job et doit retourner vivre chez ses parents à Bristol. Alors qu'il s'interroge sur ce qu'il a bien pu faire pour en arriver là, le jeune homme est pris d'une idée folle. Et si à partir de maintenant, il décidait de tout en jouant à pile ou face? Après tout, planifier sa vie comme il l'a toujours fait lui a valu de finir sans domicile, sans emploi et célibataire. Ouais, j'avoue que le bilan n'est pas ouf, mais bon. Alors pourquoi ne pas s'en remettre au verdict d'une pièce de monnaie? Mais parce que c'est dangereux. Bref, ce qui commence comme une simple plaisanterie va bientôt rythmer sa vie tout entière. Mais au jeu de l'amour et du hasard, un simple pile ou face pourrait bien tout faire basculer. Et pour finir, le 23 février, vous pourrez découvrir Matrice de Céline Dangean aux éditions Pocket. En plein mois de décembre, une terrible tempête se déchaîne sur les Pyrénées. Sous la pluie battante, une jeune femme enceinte qui court à perdre haleine est percutée par une camionnette. Avant de mourir, elle murmure quelques mots en anglais. « Save the others ». Qui est cette femme sans identité? Que cherchait-elle à fuir? Que signifie la marque étrange sur son épaule? Et qui sont ces autres qu'il faudrait sauver? Les gendarmes Louise Comon et Violaine Menou se lancent alors dans une enquête hors norme. Au fil de leur investigation se dessine la piste d'un trafic extrêmement organisé. Dès lors, les enquêtrices comprennent que l'horloge tourne pour d'autres femmes, sans doute prisonnières quelque part, et dont la vie ne tient plus qu'à un fil. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. C'est le genre de film que je regarde à peu près tout le temps, donc voilà, on adore. On passe côté suite ? Eh bien, côté suite, je n'en ai qu'un titre à vous présenter. C'est le 1er février, donc comme ça on perd pas de temps. C'est le tome 3 de Vampire Academy qui s'intitule Baiser de l'ombre de Richelle Mead aux éditions Castelmore. On est toujours sur ces très jolies couvertures. Voilà. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire parce que moi perso, je vous l'ai dit quand je vous ai présenté la sortie du tome 1, j'ai vu le film, mais par rapport au livre, je sais pas du tout. je ne sais pas. Accrochez-vous encore un petit peu, on passe côté manga avec la sortie le 1er février du premier tome de Gourmet Détective de Akiko Higashimura chez Delcourt Tonkam. Si vous deviez mourir demain, quel serait votre dernier repas? Répondez en commentaire. Moi j'avoue que la question c'est dur. Qu'est-ce que j'adore manger? Il y a plein de choses que j'adore manger. Bon, la blague, les pizzas, tout ça. La pizza, c'est vraiment un must chez moi. J'adore la pizza. Je dois avoir du sang un peu italien dans les veines, à mon avis. Ouais, pizza. C'est la fille vraiment qui pose vraiment la question. Hein. Je veux dire, je pense que je vais couper. Je suis vraiment curieuse, en vrai, c'est pas une blague, de savoir ce que vous allez mettre en commentaire. Votre dernier repas, c'est quoi? Bref.
Goro Akeshi est un célèbre détective privé qui a un petit bureau à Omotesando. Il aime la bonne cuisine et se retrouve souvent à résoudre des affaires mystérieuses. Akeshi implique également dans ses aventures Ichigo Kobayashi, une vendeuse de bento faisant d'elle son assistante. Et je suis sûre qu'il bouffe à l'œil entre temps. Je le sens. L'autrice de Princesse Jellyfish, Tigre des Neiges et Tokyo Tarareba Girls revient avec Gourmet Détective, un détective charismatique qui a 2 passions dans la vie, résoudre des enquêtes et déguster des bons plats. Franchement, il y a moyen qu'il soit trop bien. Est-ce que j'avais légèrement glissé de ma chaise? Oui, absolument. On enchaîne toujours le 1er février avec la sortie du tome 1 de Something About Us de Lee Yoonji chez Kabooks. Succès sur la plateforme Dailytoon, Something About Us met en scène Do Ga-young et Han Woo-jin qui se considèrent comme les meilleurs amis du monde. Ils semblent être les seuls à ignorer que ce qu'il y a entre eux dépasse la frontière de l'amitié. La relation qui lie Woo-jin et Ga-young est si forte que rien d'autre n'existe lorsqu'ils sont ensemble. Leur lien est tout ce qu'il y a de plus sincère et ils sont persuadés d'être les meilleurs amis du monde. Mais ils semblent être les seuls à le penser. Leur complicité est si grande qu'en les regardant, personne ne veut croire à une simple amitié. Et de l'amitié à l'amour, il n'y a qu'un pas. Bref, on est sur un shoujo. Voilà, je sens, du coup, on adore. Bref, le 1er février, encore, on va pouvoir découvrir le volume 1 de And Yet You Are So Sweet de Kujira Hanan chez Pika. On est sur un shoujo ici. Maya Misaragi, c'est compliqué, 16 ans, prend un jour son courage à deux mains pour faire une déclaration au garçon qu'elle aime. Mais elle finit par être rejetée et même ridiculisée sur les réseaux sociaux. Pas bien. Dévastée, elle dit ce qu'elle a sur le cœur à haute voix dans la bibliothèque de son lycée et est entendue par le beau et inaccessible Chigira. Mais au lieu de se moquer d'elle, il la réconforte et lui propose une bien curieuse solution pour soigner son cœur brisé. Voilà. Du coup, pour les suites, ça va être rapide parce que j'en ai pas. Et donc on va passer directement au BD. Côté BD, le 15 février, on pourra découvrir Lily Medialuna de Xavier Bonnet aux éditions Larousse Jeunesse qui a l'air super sympathique. À première vue, Lily est une petite fille normale. Pourtant, ces derniers temps, des choses étranges lui arrivent. Les objets semblent parfois voler autour d'elle, il pleut à l'intérieur de sa maison. Ouais, en soi, à qui ça n'arrive pas au moins une fois? Lily et sa famille viennent d'emménager à Piedraval, une petite ville sans histoire. Dans sa nouvelle école, Lily se liera d'amitié avec de nombreux amis. Avec eux, elle découvrira un monde parallèle, une école de magie qui se cache derrière un mur de la bibliothèque municipale. Une créature qui menace la ville. Et si Lily était la seule à même de sauver la ville de Piedraval? Et quel est le pouvoir de sa pierre, la pierre de lune? Ah oui, enfin, quelle idée. Toujours le même jour, le 15 février aussi, un roman graphique que tout le monde attend. Il s'agit de Demon in the Wood, le secret du Darkling. C'est dans le monde, dans le Grishaverse, du coup, dans le monde de la saga Grisha. Donc, voilà. Je sais pas s'il faut avoir lu la saga Grisha avant, je vous avoue. Moi, j'ai lu les 2 premiers tomes de la saga Grisha, mais je n'ai pas lu la suite. Bref. Donc de Lee Bardugo et Danny Pendergast à l'illustration bien sûr, aux éditions Milan. Je vous fais le résumé. Bien avant la naissance de Ravka, du Little Palace et de la Seconde Armée. Bon, voilà, si vous n'avez pas lu Grisha, ça risque de pas vous évoquer grand chose. Bref, le Darkling était un simple adolescent solitaire au pouvoir extraordinaire. Et du coup, il faudrait pas vous spoiler aussi, donc... Voilà. Lisez Grisha. Au moins lisez Grisha, parce qu'après Grisha, concrètement, il y a la duologie Six of Crows et ensuite Kings of Scars, je crois, enfin c'est le premier tome de la dernière partie. Bref, donc une nouvelle facette du Grishaverse en roman graphique. Le dernier opus du Grishaverse se concentre sur le passé du mystérieux Darkling. C'est le personnage qu'on aime détester de la trilogie Grisha. Il captive et les lecteurs seront ravis de découvrir son histoire. Demon in the Wood est le fruit d'une collaboration, bien sûr, entre Lee Bardugo et la talentueuse Danny Pendergast. Bref, donc voilà. Et la suite, alors
vraiment c'est les 3 derniers titres, donc accrochez-vous. Il y a Fille de Lune le 17 février de Greta Xela aux éditions d'Argo. Tia a 14 ans et vit temporairement chez sa tante et sa cousine suite à la mystérieuse maladie contractée par sa mère. Un trouble inquiétant qui n'est pas sans risque pour la jeune fille, car les maux transforment sa mère et la rendent hostile, parfois même envers sa propre famille. Oh, genre, l'horreur. Tia peine à espérer que les remèdes que son père administre à la femme qu'il aime auront tôt ou tard un effet. Mais un jour, le problème prend une toute autre dimension. À la suite d'une crise de sa mère, ses parents semblent disparaître. Le premier roman graphique de Greta Xela, à l'influence très manga, aborde des thématiques qui lui tiennent particulièrement à cœur comme l'introspection, la santé mentale ou encore l'attachement filial. Son dessin plein de vivacité et de couleurs apporte un rythme très vif à cette fable initiatique aussi belle qu'apaisante. Et pour finir sur les nouveautés BD, vous pourrez découvrir le 22 février le premier tome, j'adore, des petits voyageurs de l'art qui s'appelle Mona Lisa de Carbone et Moonly aux éditions Kenes. Lucas et Jade ont hérité du pouvoir de leur mère, traversé les tableaux pour atterrir dans l'atelier de l'artiste. Oh, non mais, mon Dieu, non mais si vous saviez le nombre de fois où j'ai rêvé de faire ça dans mon métier tous les jours. Bref, c'est un rêve de gosse. Mais voilà, quel pouvoir extraordinaire. Bah tu m'étonnes, encore faut-il pouvoir s'en servir. Et la tentation est immense, surtout lorsqu'ils sont en visite scolaire au musée du Louvre. Oui. Profitant d'une alarme providentielle, les enfants sautent dans le célèbre tableau de Léonard de Vinci. Les voici transportés en 1506 au Clos Lucé au pied de Lisa Gherardini, ou Gherardini, je ne sais pas comment ça se dit. Passé la surprise et la présentation avec le célèbre peintre, les enfants vont devoir sauver l'œuvre que Léonard voue à la destruction. Y parviendront-ils ? Partez avec nos jeunes héros à la découverte du célèbre tableau de Mona Lisa, ainsi que de l'univers incroyable et du génie de Léonard de Vinci. Oh, si seulement c'était possible. Et alors pour finir cette monstrueuse liste du coup à rajouter sur votre wishlist évidemment, eh bien il y a la sortie du tome 2 sur 4, hein, du coup on est sur une tétralogie, d'Arcana, le parcours du fou de Serena Blasco aux éditions Dracou. Et voilà, j'en ai fini de cette sélection livresque interminable de février 2022. J'espère que vous avez pu trouver votre bonheur. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels titres vous ont intrigué, du coup, lesquels vous pourriez rajouter à votre wishlist, lesquels vous avez peut-être déjà lus avec un peu de chance, sait-on jamais. Bref, dites-moi tout ça. Si vous avez aimé du coup cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Évidemment, vous pouvez vous abonner aussi. C'est gratuit, donc surtout profitez-en. Ça fait plaisir, ça fait grandir la chaîne, ça fait voilà, vivre un petit peu aussi cette vidéo. Donc surtout n'hésitez pas. Et puis si vous êtes trop timide pour commenter, eh ben laissez le petit tableau. Vous savez, la petite peinture là de voilà, ça fera penser à Mona Lisa. Donc voilà, laissez le petit cadre, le petit tableau. Voilà, en commentaire si vous ne savez pas quoi commenter, mais en tout cas ça me fera toujours plaisir de discuter avec vous, surtout n'hésitez pas. Si vous préférez, envoyez-moi un DM sur Instagram, donc voici, je vous remets par ici, par ici. Du coup, mon Instagram c'est lily-terrer, donc voilà. J'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis en train de vous monter le vlog du siècle le plus long. Enfin, le vlog le plus long du siècle, clairement. Je veux dire, c'est incroyable. J'ose même pas, surtout sachant que demain, je m'en vais sur un événement littéraire. Donc je pense que je vais revenir avec quelques images. Ça va rendre ce vlog, mais ça va pas être possible, ça va être immonde. Donc bref. Mais en tout cas, voilà, moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je suis ravie du coup de passer ce moment avec vous. J'espère que vous aurez passé un bon moment vous aussi. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous, que vous faites de très jolies lectures. N'hésitez pas à m'en parler aussi. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous.